Bonjour chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle émission inspirante, le média inspirant évidemment. Une question pour commencer. Comment retrouver naturellement notre santé, notre vitalité et notre plein potentiel? Alors c'est une question simple, mais c'est une question essentielle, une question pleine de bon sens qu'on devrait se poser peut-être plus régulièrement et qui a une résonance peut-être toute particulière avec ce que nous venons de vivre depuis ces 2 dernières années. On va évoquer tout cela et pour y répondre, au moins qu'on puisse dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est abreuvé de méthodologies les plus fantasques, de techniques assez extraordinaires, des miracles, des méthodes les plus inédites les unes que les autres. Et c'est parfois extrêmement difficile de s'y retrouver. Alors comment faire? Quelles sont ces méthodes qui vont susciter des prises de conscience chez nous, qui permettront peut-être de régler le fameux GPS de notre vie sur le bon cap, comme le préconise mon invité? On va le savoir tout de suite. Il est kinésithérapeute, il est ostéopathe, il est coach de vie, il a accompagné des centaines, des milliers de personnes en France comme à l'étranger. Il a évidemment un parcours étonnant, donc inspirant, d'où le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Entrons, si vous le voulez bien, au cœur des savoirs ancestraux, des pratiques philosophiques et théoriques avec mon invité. C'est David Tan. À tout de suite. Nous y sommes. Bonjour David. Bonjour Marc. Ça va? Ça va très très bien. Essoufflé? Un petit peu essoufflé, ouais, je viens de courir pour te rejoindre. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci d'être inspirant. Merci avec cet ouvrage qu'on présente tout de suite. Alors, le problème de cet ouvrage, on dit, le titre c'est Vivre ou Revivre? Revivre Marc. Revivre. Retrouver naturellement donc votre santé, vitalité et plein potentiel. Je regarde, petite dédicace que tu mets sur le livre, tu dis « La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos questions ». Explication de texte, David. Tout à fait. Je pense que tu as vu dans le livre, il y a une partie, il est décomposé en 3 parties, on en parlera très certainement tout à l'heure, mais il y a une partie sur l'état d'esprit qui est extrêmement importante pour rester en joie, rester en vie. Et je dis toujours dans mes stages qu'on n'aura probablement pas toutes les réponses à nos questions dans nos vies. Ce qui est important, c'est la qualité des questions qu'on se pose. Si à chaque fois on se demande pourquoi je suis en retard toujours, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis nul à ça, on rentre dans une spirale qui est vicieuse. Par rapport à quel est le cadeau derrière, quand on apprend à reformuler, comment je peux m'améliorer, là on rentre dans un loop qui est vertueux et ça change énormément de choses. Ouais. Tu sais qu'on a 60 000 pensées par jour, c'est pas David qui dit, c'est la neuroscience, les travaux de Paul Amen. On a 40 000 pensées qui sont négatives. Ça fait 33 pensées négatives par minute. L'idée, c'est d'appréhender son discours intérieur, sa narration interne, on appelle ça, et puis de pouvoir progressivement reprogrammer la façon dont on pense. Alors, c'est un très beau livre. Il n'est pas tout nouveau, c'est une réédition. C'est une réédition qui a été augmentée, améliorée sans cesse. Tu sais, Kaizen, je suis passionné des arts martiaux, on va en comme parler tu le aussi, sais. Ouais. Et l'idée, c'est de peaufiner à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, le projet Life Force, mon projet qui est ma raison d'être, ça donne sens à ma vie et valeur à mes actes depuis 5 ans maintenant. Eh bien, à force de faire des stages, comme tu le sais, là, je sors de 2 stages enchaînés très intéressants. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ouais. D'un premier stage de 7 à 90 ans, ça c'est extraordinaire, avec le champion de France de karaté des plus de 85 kilos au milieu, juste extraordinaire. Et là, de travailler avec les pompiers dans le centre de la France. Et oui, complètement, c'est à force d'accompagner des êtres humains en live, en présentiel, c'est ça qui m'anime. Ouais. Eh bien, on améliore à chaque fois et ça permet de clarifier pour que ce livre soit de plus en plus aidant. Il est aidant, il est très clair, il est très explicite, il est bien illustré, il est bourré de références. Parce que tu t'inspires effectivement de ceux et celles que tu as sans doute rencontrés. On va voir ton parcours de vie parce que c'est là où c'est absolument incroyable, David Tan. Il faut vraiment suivre son parcours et commencer les choses. Alors, au départ, tu expliques que c'était un petit carnet de notes. Complètement. Tu prenais des notes au fur et à mesure. C'était mon journal personnel, complètement. Mon journal personnel pour stresser moins et vivre mieux. Ouais. Pour me reconnecter à la nature et à ma nature, vraiment pour apprendre à me connaître. Donc dès que je rencontrais des gens heureux, des gens en joie, en énergie, je leur demandais
Et puis, comme tu sais, je suis professionnel de santé, donc du coup, j'ai eu la chance de rencontrer et de voyager énormément, de rencontrer beaucoup de patients Ouais. de par le monde. Et du coup, c'est vraiment une question que j'ai posée des dizaines de milliers de fois. Et au fur et à mesure, quand il y avait des choses qui m'inspiraient, j'essayais, et puis je le notais. Si ça marchait, je notais que ça marchait. On a fait une émission avec Olivier Clerc, que je salue, qui doit nous regarder aussi. Et lui, il dit oser expérimenter. Il faut tester les choses. Hein. C'est essentiel, Marc. Je fais une grande différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est purement livresque. La connaissance, c'est du savoir passé au filtre de notre expérimentation. Et ça change tout. Surtout dans le domaine du bien-être. Je parle toujours en plaisantant du complexe du dentiste aux dents jaunes ou du médecin qui a 30 kilos de surpoids, qui fume et qui boit du Coca-Cola. Et des nutritionnistes qui viennent te dire, voilà, vous devriez faire cette méthode-là et qui sont en surpoids. Exactement. Donc, il n'y a aucune congruence et c'est des personnes, c'est une boutade, mais pas tant que ça, en fait, qui n'ont pas expérimenté dans leur corps ce que c'est que la pleine santé. Donc il y a un souci. Et l'idée de Life Force aussi, ce projet qui m'anime tant, c'est vraiment de proposer une alternative, de sortir du système où je suis resté pendant plus de 20 ans et où à bien des regards, il y avait des choses qui n'étaient plus congruentes pour moi. Et je suis vraiment heureux et passionné c'est ton bébé, de ce que je fais, complètement. Ça se sent. Et je vois à quel point ça transforme les vies. Ouais. Et c'est Alors moi, vraiment je vais le garder très précieusement et je vais le relire parce que c'est ça aussi l'idée. Hein. C'est de relire, de se remettre en phase ce que tu expliques et de quelle manière on peut les appliquer. On ne peut pas tout appliquer. Non, mais alors c'est une précision, c'est super important, Marc, parce que l'idée, c'est pas de relire, c'est de pratiquer. Si tu veux, la connaissance qui n'est pas mise en application, si c'est juste expérimenté une fois, ça sert absolument à rien. Ouais, c'est pour ça que je dis toujours maîtriser les principes du vivant, c'est-à-dire les inclure dans sa vie et les pratiquer au quotidien. Je dis toujours que la vie est un jeu, et comme tous les jeux, elle a des règles, des principes. Jouer au jeu de la vie sans connaître les principes, ça pique. Et en général, les gens questionnent ça quand ils en ont marre d'avoir mal, quand ils sont passés à côté d'un événement dramatique. Là, ils questionnent leurs habitudes. Tu sais que l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. L'idée, c'est d'avoir les habitudes vertueuses. Donc, de connaître les principes et de pratiquer au quotidien le jeu de la vie, de pratiquer. Ouais. Et sous forme de jeu. Complètement. Sous forme de jeu. Et tu dis, il est important de trouver le confort dans l'inconfort. Ça, c'est essentiel. Le confort dans l'inconfort et la liberté dans la contrainte. Quoi de mieux, ça fait 2 ans qu'on vit une situation extrêmement challengeante. Et l'idée, ça, le confort dans l'inconfort et la liberté dans la contrainte, ça vient de quelque chose qui m'est très cher, qui a complètement changé ma vie, autant personnelle que professionnelle, ma façon d'accompagner les personnes, que je n'ai pas étudié, malheureusement, dans mes études de kinésithérapie ou d'ostéopathie, qui s'appelle la loi de l'hormèse, qui, comme disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ou, je rajoute en plaisantant, handicapés, si tu ne connais pas justement les 2 sous-principes. Nietzsche a omis de dire « ce qui ne nous tue pas, Marc, nous rend plus forts, si et seulement si ça respecte notre capacité adaptative, notre capacité à nous adapter au stress, sinon ça nous fait dégénérer. » Et le 2e sous-principe, si et seulement si c'est suivi d'un temps de repos nécessaire et suffisant pour justement profiter de ce rebond hormétique. Donc la loi de l'hormèse, c'est un des grands principes de physiologie que j'utilise dans tous mes accompagnements, dans mes stages que je donne en présentiel, dans mes accompagnements online, sur les programmes online. C'est quelque chose qui est extrêmement important, qui sont des stress physiques. On verra, il y a 4 portes d'entrée et qui permettent de développer bien au-delà de ce que Boris Cyrulnik appelait la résilience, le retour à l'état initial, mais l'antifragilité que développe Nassim Nicolas Taleb, qui est un concept que j'aurais aimé avoir développé. C'est juste magique, on devient plus fort. Comment, avec quel type de stress et comment les utiliser pour se renforcer au niveau immunitaire, au niveau physique et surtout au niveau émotionnel. Parce que tout ça, ça nous permet justement de devenir antifragile au niveau émotionnel. Et c'est juste magique. Alors, on va détailler, on va revenir dans le détail sur ce que tu préconises au travers de cet ouvrage. Honnêtement, c'est plus qu'un guide pratique. D'ailleurs, je regarde tes éditeurs, il y a Eric et Aurélie qui disent c'est une véritable boussole qu'on vous met entre les mains. C'est un véritable couteau suisse. Et c'est vrai que ça, très honnêtement, ça peut changer des vies.
Tu sais que sur cette chaîne, on aime particulièrement retracer un peu les parcours de vie, ce qui explique aujourd'hui ce que tu es devenu et la personnalité que tu es aujourd'hui. Qui était David Tan quand il était môme? À quoi rêvait-il? Quelle était son éducation? Ton papa est vietnamien? Tout à fait. Mon papa est vietnamien, ma maman est lorraine, donc j'ai grandi à Paris. Et écoute, je pense que ce qui a été un tournant dans ma vie, c'est quand ma petite maman m'a offert une map monde pour mes 13 ans et une grande carte du monde qu'on a affichée sur mon petit bureau de collégien. Et j'ai passé des soirées, des week-ends entiers quand je faisais mes devoirs, comme tout gamin, à regarder cette map monde qui était sur mon bureau et puis cette carte du monde. C'est devenu vraiment devenu un échappatoire pour moi et je m'imaginais énormément de choses. Et je me suis toujours dit, depuis jeune ado, un jour, je me baladerai là. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait, je continue de le faire. T'es parti 18 mois? Je suis parti à mon premier grand voyage. Je suis parti un tout petit peu plus d'1 an et demi à ma rencontre avec mon sac à dos, sans vraiment savoir où j'allais. Mais c'est ça qui est extraordinaire en fait. Le voyage, tu sais que j'ai la chance de parler plusieurs langues, mais en anglais on dit « traveling is such a purpose in itself ». C'est tellement, voyager est tellement un but en soi parce que tu te confrontes à d'autres valeurs. Ouais. Je pense que je suis vraiment allé chercher d'autres valeurs. J'ai eu mon éducation et puis il y a des choses qui me convenaient pas forcément. Et le fait finalement alors je me suis baladé dans les 5 continents comme tu sais. Et puis ça c'était le premier voyage. Il y en a eu de nombreux autres après. Et c'est vraiment d'expérimenter ce qu'on m'a appris dans ma famille, ce qu'on m'a appris à l'école. De voir que parfois, il y a certaines situations de vie, quand tu te retrouves, je sais pas, en plein milieu de la Syrie, que tu parles pas la langue, qu'il n'y a absolument rien en anglais, ou au milieu de l'Afrique noire, les codes sont pas du tout les mêmes. En dehors de ta zone de confort. Exactement, exactement. Et c'est exactement ça, tu vois, retrouver la liberté dans la contrainte et le confort dans l'inconfort. Finalement, on a tous un cœur, et puis d'autres choses émergent, d'autres codes, on apprend d'autres codes, on expérimente l'être humain autrement. Et ça m'a fait un bien fou, ça a été extrêmement réparant et ça a conditionné énormément de choses pour la suite de mon petit chemin de vie. Ouais. Exactement. Alors tu vas faire donc effectivement ce voyage, tu vas rencontrer des cultures différentes, des process de vie différents. Il y a un truc qui est étonnant, est-ce que c'est dès tes 24 ans, quand tu fais ces voyages, tu parles des fameuses zones bleues, tu sais, les zones bleues de Nicoya, qui se trouvent au Costa Rica. Ouais. Ce sont ces gens qui, pour expliquer ce qu'est la zone bleue, ce sont ces gens qui vivent dans des endroits qui sont centenaires. Tout à fait. Les gens sont centenaires, on est d'accord. Hein. C'est une longévité de population. C'est incroyable. Il y a 5 zones identifiées sur la planète. Alors, je les ai rencontrées un petit peu plus tard sur mon parcours de vie. La première fois, il y a une quinzaine d'années. Il y a 5 zones qui sont officielles. Donc c'est une longévité de population. Jeanne Calment, c'est une longévité individuelle, hein, notre doyenne française. Là, c'est spécial parce que vous avez certainement entendu parler, je parle aux auditeurs, et toi tu connais Okinawa, cette petite île tropicale au sud du Japon. Ouais. Tu as Nicoya qui est une péninsule au Costa Rica que tu viens de citer. Tu as une communauté d'adventistes à 60 miles de Los Angeles qui s'appelle Loma Linda. Et tu as une vallée en Sardaigne qui s'appelle Barbagia et une petite île en Grèce qui s'appelle Ikaria. Et ils sont tous centenaires. Alors, ils ne sont pas tous centenaires. Si tu veux, c'est là où, dans ces zones, il y a une grande densité de centenaires et de nonagénaires, les plus grandes à travers le monde. Donc, des nonagénaires et des centenaires en bonne forme. Donc, ensuite, il y a d'autres zones qui ont été à l'étude. Peut-être tu as entendu parler d'Abkhazia en Géorgie, des Hunzas au Pakistan, la vallée de Bama en Chine ou la vallée de Vilcabamba, des centenaires de Vilcabamba en Équateur, où j'étais juste avant le premier confinement. Et c'est vraiment pour moi, la première fois que j'ai rencontré ces gens-là, j'ai eu cette chance au cours de mes voyages, ça a été un changement de paradigme parce que j'associais, comme beaucoup d'entre nous, la vieillesse à la maladie. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé aussi dans des services de gériatrie quand j'étais plus jeune adulte, où forcément on a des gens qui sont grabataires à partir de 75 ans et notre réalité c'est la somme de nos expériences. Donc pour moi, la vieillesse est associée à la maladie. Et de voir des gens de 102 ans qui montent toujours à cheval, des gens de 98 ans qui n'ont jamais pris un médicament
de leur vie et qui font toujours leur jardin avec une fougue. On a eu un cycliste français Ouais. qui avait 100 ans ou 101 ans, je crois, et qui faisait, qui faisait ces tours de piste là en vélo. C'est extraordinaire. Mais c'est le fait d'avoir rencontré ces populations-là qui t'a donné cette envie de comprendre. Oui, complètement. Ça va de pair avec la question que j'ai toujours posée dans ma vie des dizaines de milliers de fois. Comment vous faites? Dès que je rencontrais quelqu'un d'heureux, quelqu'un en vie, en joie, comment vous faites? Et ces centenaires, tu sais, du coup, j'ai énormément étudié, bien sûr, la longévité. C'est devenu une passion pour moi et j'ai développé une certaine expertise dans la longévité. Et ce que je dis toujours, la longévité, c'est d'abord rajouter de la vie à ses années, de la joie à ses années. Et ensuite, on parlera de comment rajouter des années à sa vie. Parce que si tu t'emmerdes profondément dans ta vie et que tu es malheureux, à quoi ça sert de vivre plus longtemps? Donc, ces gens-là ont été extrêmement inspirants. Et la façon dont ils ont vécu leur vie a été extrêmement inspirante. Donc, ouais, j'ai posé énormément de questions. Je pense que j'ai eu la chance de faire bien des câlins à une soixantaine de centenaires dans ma vie de par le monde. Donc, ça veut dire d'être suffisamment proche pour pouvoir avoir cette intimité-là. Et j'ai énormément appris. Ouais. Est-ce qu'ils révèlent facilement? Est-ce qu'ils ont véritablement des secrets de vie, comme on dit? Ce qui est rigolo, c'est que le seul secret, en fait, c'est qu'ils font toujours ça. Oui. De par le monde, c'est là-haut que ça décide. Et puis, on parlera ce qui s'appelle l'épigénétique. Oui. Les choix de vie sont tellement plus importants que la génétique, notre patrimoine génétique. Et ce qui est vraiment très inspirant, ce que je dis toujours maintenant dans mes stages, c'est que vieillir en bonne santé, vivre en bonne santé et vieillir en bonne santé, Marc, c'est possible et ça s'apprend. Et malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école et on l'apprend très rarement dans nos familles puisqu'on reproduit par nos neurones miroirs ce que font nos parents. On développe des habitudes. Alors, on va voir ce que tu préconises dans ce livre. D'abord, sur le titre, je voudrais revenir parce que tu dis « revivre ». Donc, ça s'adresse à des gens. D'abord, ça s'adresse à tout le monde, mais revivre, ça veut dire que ça s'adresse à des gens qui avaient oublié de vivre. Tu sais, je pense qu'il y a énormément de personnes, j'en ai fait partie à une époque de ma vie, où tu marches à côté de tes pompes. C'est-à-dire que tu es en mode pilotage automatique et les années passent et tu n'es pas là. Donc, l'idée de ce livre, c'est vraiment de ramener, tu vois le petit cercle qu'il y a ici sur mon logo, c'est la pleine conscience, la mindfulness, ramener de la pleine présence et de la pleine conscience à sa vie. C'est revisiter tout ce qu'on fait dans sa vie, tout ce qu'on est avec cette pleine conscience. Ralentir un moment pour se réapproprier les choses et pratiquer sa vie. Pratiquer, faire pipi, ça se pratique. Manger, ça se pratique. Parler avec toi, ça se pratique. On n'est pas perdu dans notre défilement mental en permanence. 60 000 pensées par jour, ça défile là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment de se réapproprier sa vie et les choses prennent une couleur complètement différente. Alors, dans les grands moments de ta vie, avant de parler de ça, les 5 piliers qui structurent nos vies. Magnifique. Voilà, la nutrition, le sommeil, le mouvement, la respiration et l'état d'esprit. Je pense que tout est basé sur ces 5 piliers. Alors, pas tout. Ça, c'est la deuxième partie. En tout cas. La deuxième partie. La première partie qui vient avant et qui est extrêmement importante, qui est la première, c'est vraiment, j'ai marqué, j'explique toujours, dompter son stress et ses émotions. C'est le premier chapitre. Dompter, j'aurais pu dire alchimiser. On ne dompte pas un animal sauvage, si tant est qu'on ait l'idée saugrenue de vouloir dompter un animal sauvage, avec force et violence, mais avec amour et patience. Son intériorité, son esprit, il se dompte, je pense, ça n'engage que moi, avec amour et patience. Comment on appréhende ce qui se passe à l'intérieur. On va voir ça, mais pour terminer un petit peu sur l'aspect, sur la bio de David Tan, on a parlé effectivement de ses voyages, on a parlé, alors 2006, le Vipassana en Inde, ça a dû être un grand moment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Vipassana, c'est une sorte de stage de 10 jours. C'est une retraite de 10 jours pour apprendre une forme de méditation qui s'appelle Vipassana, ça veut dire insight, d'observer la réalité telle qu'elle est. En silence, et la spécificité, c'est que on peut apprendre cette méditation de par le monde. Il y a plus de 200 centres à travers la planète qui sont complètement gratuits, qui fonctionnent sur donation. Et tu expérimentes en fait en faisant une retraite de 10 jours de silence. Tu donnes ton téléphone, ton stylo, tes bouquins, tu es seul avec toi-même pendant 10 jours, sans aucune échappatoire, et tu es assis 12 heures par jour à méditer. Et tu es simplement avec ta respiration,
ou avec tes sensations corporelles, qui sont finalement les deux seuls éléments qui changent en permanence, qui sont liés à nos circonstances de vie en permanence. Ouais. Je pense, Marc, très sincèrement, c'est la chose. Alors, depuis, j'en ai fait 12. Tu vois, les 15 dernières années, j'ai donc passé 120 jours de ma vie en silence. C'est beaucoup. Ce sont, je pense, les plus belles vacances que je peux m'offrir maintenant, de faire une pause avec moi-même, pour moi-même. Et pour revenir à ta question, les 2 premières fois, pour être très honnête avec toi, ça a été les choses les plus difficiles, la plus difficile et la plus belle en même temps, injonction paradoxale, que j'ai fait dans ma vie, que j'ai vécu dans ma vie. Et ça a été aussi la chose la plus simple et en même temps la plus compliquée. On te demande de revenir les 3 premiers jours au toucher de l'air à l'entrée des narines. Ouais. Mais de voir à quel point c'est le fouillis dans notre intériorité, et puis le fait de s'apaiser, tu sais bien ce qui se passe. Hein, il y a énormément de choses qui remontent, qui viennent à la conscience, qui sont nettoyées progressivement. Et oui, ça a été tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux que j'ai reçus, un beau chamboulement. Tous m'ont dit la même chose. C'est une expérience. Il y a un avant et un après. Ouais, complètement. On a reçu Jonathan Lehman, que tu connais sans doute, qui a été bouleversé également par le Vipassana qu'il a eu l'occasion de faire, et qui d'ailleurs, avant même de commencer, part avec des a priori en se disant je me challenge, mais je ne me vois absolument pas rester 10 heures comme ça, assis à méditer, ça me paraît improbable. Et il l'a fait. C'est pour ça qu'on parlait du mindset tout à l'heure, parce que comme disait Henry Ford, que tu penses que tu vas y arriver ou tu ne vas pas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Ouais. Donc c'est super important de voir comment on phrase les choses. Le français est porteur du verbe. Qu'est-ce qu'on se dit dans notre narration interne? Donc là, il partait déjà avec un petit handicap. Et je suis content qu'il ait, qu'il ait réussi. Alors, autre point aussi qui va déterminer ta personnalité et ce qui va ensuite expliquer pourquoi il y a ce cheminement, ces ouvrages, tout ce que tu proposes dans tes ateliers, les arts martiaux. Les arts martiaux, tu dis que tu es passionné par l'anthropologie de la violence et des arts martiaux. Là, il y a Alors, l'anthropologie de la violence, et du coup, ce qui m'a entraîné aussi à pratiquer les arts martiaux. Je pense qu'énormément de personnes, en tout cas c'est mon cas, je vais parler pour moi, ils vont parce qu'ils ont peur. Et peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Peur de la violence à l'extérieur et de la violence qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, il y a 2 types d'anthropologie qui m'ont passionné sur mon parcours de vie. C'est l'anthropologie du soin. Vraiment, ça c'est mon premier grand kiff, c'est de comprendre, d'expérimenter ces connaissances de bien-être ancestral de par le monde, de les passer au fil de la neurobiologie ou de la neuroscience, qui est une autre de mes très grandes passions, pour en extraire le nectar. Et puis, comme il n'y a pas de dichotomie, tu le sais, entre le corps et l'esprit, on est des êtres d'émotion. Effectivement, la violence qu'il y avait dehors et la violence que je pouvais aussi ressentir dans certaines circonstances de vie, m'ont vraiment donné envie de creuser, de voir ce qu'il y avait et de comment on pouvait alchimiser ça. Et effectivement, dans la méditation, j'y suis aussi allé pour ça, pour comprendre toutes ces émotions, toutes nos blessures, nos émotions négatives. Je te disais, 60 000 pensées par jour, 48 000 pensées négatives. Donc on a des émotions, il y en a qui sont teintées d'une couleur désagréable, on appelle ça émotion négative. En fait, il n'y a pas d'émotion négative, il y a juste des émotions qui sont agréables ou désagréables. Maintenant, comment on gère dans son intériorité quand on traverse ces tempêtes-là? Donc, la méditation a été une réponse pour moi et je continue de pratiquer assidûment parce que c'est vraiment une très belle aide de vie qui est comme la Kabbale dans un niveau de lecture, un niveau de conscience plus élevé, et dans le plan corporel, puisqu'on est incarné, et tu sais que c'est hyper important pour moi, les arts martiaux ont été une solution aussi plus à la base de la pyramide pour apporter une réponse à ça, une compréhension multidimensionnelle. Et tu as choisi le karaté. Alors j'ai commencé avec le karaté, notamment ça a été, j'ai pratiqué d'autres arts martiaux, mais le karaté a vraiment été cette tradition, cet engagement, cette discipline a vraiment été quelque chose qui m'a porté pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, j'ai rencontré un art martial russe qui me passionne toujours depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, le Systema, qui a aussi complètement... La partie martiale, au bout d'un certain temps, est devenue de moins en moins importante presque pour secondaire, moi. Ouais. Complètement secondaire. Et la partie qui m'anime maintenant, et ce que j'aime beaucoup dans cette façon de décrire le Systema que j'ai, c'est d'enlever le support aux contraintes, c'est-à-dire au stress qu'on a dans nos vies, de garder le contact pour faire émerger une solution.
Donc c'est les mêmes principes que pouvait enseigner Ueshiba Sensei dans l'aïkido. Ça vient des Cosaques, c'est antérieur. Et ce principe d'enlever le support aux contraintes, de garder le contact, de ne pas se barrer loin, de fuir, mais de rester là et de faire émerger quelque chose, c'est des principes alchimiques et ça me passionne l'alchimie. Alors, il y a 3 grandes parties. Tu as parlé de la première tout à l'heure, où il s'agissait de dompter son stress. Là, il y a véritablement quelque chose à lire en profondeur. Il y a évidemment ensuite maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Et la 3e partie, c'est construire ses rêves de vie. La 3e partie m'a parlé. Elle est majeure. La 3e partie sur construire ses rêves, et je te questionnerai dans un instant. On pourrait consacrer 12 émissions. Mais je reviendrai avec grand plaisir, Marc. Si on devait à chaque fois expérimenter tout ça. Alors, dans le livre, vous allez voir, ici, je vais montrer à la caméra comme ça, c'est parfait. Dans le livre, vous avez différents petits chapitres qui résument, en quelque sorte, l'ensemble des grands chapitres qui sont extrêmement détaillés avec, encore une fois, les références et les mises en application. C'est le fameux pas à pas. C'est ça. Alors, il y a le sommaire du livre et il y a le sommaire des pas à pas qui sont des exercices pratiques, concrets. On est dans le pratico-pratique. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire autre chose que du pratico-pratique. Et c'est parfait. Alors, on va apprendre la pratique des 5 tibétains, le HIIT. Ça se dit comme ça? High Intensity Interval Training. Exactement. Sport haute intensité. Je te laissais le dire. On va parler beaucoup de respiration aussi parce que tu as un chapitre très important sur la respiration, Wim Hof et entre autres. On va parler aussi des méthodes. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement. Buteyko. Buteyko. Ouais. Ça, c'est aussi russe, une méthode russe. C'est une méthode russe. Buteyko. De respiration aussi. Oxygen Advantage, Buteyko. Ce sont d'autres protocoles respiratoires qui permettent de déclencher d'autres choses au sein de notre immunité notamment, et qui sont extrêmement puissants. Exactement. La marche afghane, j'ai vu ça aussi. Comment tuer les pensées négatives. Alors ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va raconter sur comment tuer les pensées négatives? Est-ce que tu as expérimenté? Mais pas encore, très honnêtement, pas encore. Et les exercices de décompression également, le rituel de la gratitude, la méditation, la méthode du RAIN, on le dit comme ça, c'est ça, etc. Alors, il y a dans les rythmes de vie, il y a le petit alinéa pas à pas numéro 4, désencombrer son espace. Page 78. Et je me suis dit, je vais recevoir David Tan dans mon espace, qui est un peu encombré. C'est vrai. Mais j'aime ça. Est-ce que c'est un problème? Mais tu as très bien répondu, tu as bien anticipé. Tu aimes ça. Voilà. Donc si tu aimes ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bon. En tout cas, c'est important. C'est en rapport avec le feng shui et tout. C'est exactement en rapport avec le feng shui. Le fait, tu peux aussi mettre une intention. J'imagine qu'Olivier Clerc t'a dit ça aussi. On peut sacraliser ces choses-là. Le fait de ranger son espace de vie, ça permet aussi de ranger ses idées, de ranger son intériorité. On peut vraiment mettre une intention, le pouvoir de l'intention sur chaque petite chose. Tu sais bien que comme on fait les petites choses, on fait les grandes choses. Donc, c'est aussi une façon de prendre soin de soi que de prendre soin de son espace intérieur. Et tu dis faire tout en conscience, bien conscientiser les choses. L'idée, c'est de se rapprocher de ça parce que, bien entendu, dans nos vies, il y a énormément de moments où on est en pilotage automatique. Et c'est vraiment d'essayer de se ramener des touches de conscience. Comme disait quelqu'un qui m'a énormément touché dans ma vie, Thich Nhat Hanh, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et comme tu sais, j'ai eu la chance aussi d'aller partager la méthode Life Force aux moines et aux moniales du village des Pruniers il n'y a pas très longtemps. Thay, comme on l'appelait, disait beaucoup, c'est un des pères de la pleine conscience dans notre monde, qui a développé et qui a assis la pleine conscience. Kabat-Zinn a repris énormément de choses, Jon Kabat-Zinn, de la pratique de ce que Thich Nhat Hanh a pu amener. Et il disait, être pleinement conscient, c'est facile. Maintenir la pleine conscience, très difficile. Être conscient, là, on peut le faire ensemble du toucher de l'air à l'entrée des narines sur une respiration. Très simple. Se rappeler de le faire, très compliqué. Donc, des touches de pleine conscience. Et le livre est bourré de choses, de trucs et astuces pour vraiment pouvoir, c'est important pour moi de pouvoir implémenter ça, incrémenter ça dans nos vies, parce que l'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Bourré d'astuces, de mise en pratique aussi, de références, je le disais en avant-propos, des références avec ceux qui t'ont inspiré. Alors, il y a ce monsieur, par exemple. Ratan Manek. Et voilà. Et tu parles effectivement des séances de sun gazing. Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que tu as pratiqué un petit peu? Alors, Marc, attends, si, parce que tu dis, on peut débriefer que de l'expérimentation. Attends, parce que tu dis, la contemplation du soleil, c'est ça en fait, hein, les séances de sun gazing, se donner confiance en soi et maintenir le corps ancré dans la terre. Mais tu dis, éviter d'être pieds nus sur la pelouse, il faut le faire sans être pieds nus sur la pelouse, et éviter les sols non naturels. Bon, j'ai une terrasse et j'ai la pelouse. Alors, l'idée, c'est d'être là, c'est vraiment quand on est puriste sur la tradition qui nous vient d'Inde, de sun gazing puriste. L'idée, c'est d'être en contact avec un sol naturel, avec un sol naturel, de préférence et pieds nus. Pourquoi? Parce que ça, c'est un début. Alors, ce qui me passionne, si je le dis autrement, c'est le biohacking. Comment implémenter des trucs et astuces qui vont potentialiser notre santé, notre vitalité. Ouais. Un des biohackings de base, c'est de toucher avec une peau nue du sol naturel tous les jours. Pourquoi? Est-ce que tu as des douleurs, Marc? Mon Dieu. Nom de Zeus. Voilà. Comment oses-tu là? Voilà. Sciatique, hernie discale. Donc, quand tu as des douleurs, tu as donc des inflammations. Des inflammations dans le corps, elles emmènent ce qu'on appelle des radicaux libres. Quand tu touches avec des pieds nus ou la paume de tes mains, une partie de ton corps nu, les pieds c'est plus simple, eh bien, la croûte terrestre est gavée de ce qu'on appelle d'électrons libres. Ce sont des particules négatives qui sont anti-inflammatoires. Quand on touche avec la plante de ses pieds, ces petites particules négatives vont venir pénétrer le corps pour aller neutraliser les radicaux libres et donc les inflammations. Donc c'est le premier traitement anti-inflammatoire sans tous les emmerdes, c'est-à-dire les effets secondaires des INS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des corticostéroïdes. Donc premièrement, c'est extrêmement puissant pour gérer les inflammations et les douleurs dans son corps. Donc, deuxième chose. Pieds nus sur un sol naturel, de préférence. Bon, l'herbe, ça fonctionne aussi. C'est plus conducteur sur un sol, sur de la terre, par exemple. Okay. Deuxième avantage, c'est que tu sais qu'on vit sur un champ terrestre, on est des êtres électromagnétiques vivant sur un champ terrestre. Autour de nous, c'est gavé de Wi-Fi. Sauf si tu as la chance, comme moi, de vivre à la campagne. Et on n'avait pas tout ça il y a 50 ans. On est dans cette pollution. Regarde toutes les lumières de ton beau studio. Il y en a partout. C'est pour te mettre en valeur. Exactement. C'est magnifique. Mais du coup, ça, on est en train de se charger aussi d'une certaine pollution électrostatique. Tes chaussures, comme les miennes, on a une petite semelle en caoutchouc qui nous isole. Donc, toutes les prises qu'il y a ici, il y a une prise pour la Terre. C'est-à-dire que l'excédent d'électricité repart à la Terre. Nous, on est coupé dans nos sociétés occidentales de la Terre constamment. C'est extrêmement important, je pense, pour moi, de toucher la Terre tous les jours pour se décharger de cette pollution électromagnétique qu'on peut accumuler. Extrêmement important pour cette décharge, elle est extrêmement puissante. Troisièmement, tu sais bien que le pouvoir de l'intention, on peut y mettre une couleur à cette décharge. Elle se fait électriquement, électromagnétiquement, spontanément en touchant. Maintenant, si je mets l'intention de me décharger de mes négativités, de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que je n'ai pas envie de ramener à la maison avec mes enfants, avec mon épouse, mon époux, le fait de toucher la terre, en expirant, en déclenchant la pédale de frein de sa physiologie, le système parasympathique, c'est une décharge, c'est vraiment une décharge. Là, comme je te disais, je sors de travailler avec les pompiers qui accumulent énormément de stress dans la journée. Ça, c'est un élément de base. Mais pour tout un chacun, un collégien qui a une journée remplie à son collège, toi qui as une journée remplie ici, avant de rentrer à la maison, c'est une hygiène de base de se décharger dans la nature. Tu sais, pour finir, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, parce que je suis passionné, il n'y a pas de déchets dans la nature. Il n'y a que nous qui sommes capables de produire des déchets. Dans la nature, ça n'existe pas. Toutes nos merdes, entre guillemets, vont être compostées. La nature est capable de les alchimiser, de les composter. Nous, on n'est pas capable. Et je dis toujours que nos négativités, elles ne sont pas biodégradables. Si on ne les exprime pas, si on ne les libère pas, elles vont pourrir en nous. C'est important vraiment de les expulser, donc, fondamental. Absolument. Et seulement la nature peut les accueillir. Et le soleil? Alors, le soleil, sans soleil, il n'y aurait pas de vie, Marc. Donc, c'est extrêmement important. Dans nos sociétés, on a grandi en ayant peur du soleil. Dès qu'il y a un brin de soleil à Paris, tout le monde met les lunettes de soleil. Notre cornée, notre rétine a besoin, pour être en santé, de l'exposition, on appelle ça le full spectrum of sunlight, du spectre complet de la lumière solaire. C'est extrêmement important
pour recaler nos rythmes circadiens, notre horloge interne, tu sais qu'on a une horloge interne, nos rythmes jour-nuit, le grand secret, c'est d'avoir la lumière, de recevoir la lumière du soleil la journée, pas la lumière des néons d'un studio ou d'une tour, d'un bureau à la Défense, mais bien la lumière du soleil et l'obscurité totale la nuit. Ça, c'est une des grandes clés pour recaler son horloge interne. Parce que le matin, une des premières choses qu'on devrait faire, c'est vraiment informer sa glande pinéale, un petit poids qu'on a au cœur de la tête, ici, dans le cerveau, qui gère les hormones, les hormones de veille et de sommeil. Il y a la mélatonine, qui n'est pas l'hormone du sommeil, c'est la valentonine, et il y a la 6-MH. Pour la faire courte, la mélatonine a besoin le cerveau a besoin de recevoir l'exposition solaire par les yeux, qui sont une extension du cerveau, pour se dire, OK, maintenant on passe en mode éveil, je passe en mode production de mélatonine, et le soir, quand il y a l'obscurité totale, quand les rayons de soleil diminuent, eh bien, je vais passer en mode libération de cette mélatonine pour bien dormir. D'où la nécessité de ne pas regarder les écrans avant de se coucher. Ça, c'est la base. La base. La base. La base. Je dis toujours, dans le livre, je conseille, avec tout mon cœur, ce que j'appelle le digital sunset. Minimum syndical, 30 minutes avant votre heure d'endormissement, avant que le marchand de sable vienne vous chercher dans son premier train de sommeil. C'est minimum 30 minutes avant d'arrêter Instagram, Facebook, YouTube, même ABC Talk. Absolument. Il faut une demi-heure avant, il faut couper. Même si c'est passionnant, parce que sinon, ça va impacter l'endormissement et vous passerez beaucoup moins de temps dans les phases de sommeil très régénérantes, c'est-à-dire la phase 4 de sommeil très profond, où notre système lymphatique, le système lymphatique du cerveau, nettoie toutes les toxines de la journée. Alors, pour terminer sur le sun gazing, effectivement, on associe le rituel dont tu as parlé, le contact de la peau directement sur un sol naturel, avec le soleil. Avec le soleil. Les deux. Réveiller. Le matin, cette pratique-là, elle est très puriste, très extrême. Ce livre et la façon dont je pratique, et j'encourage à pratiquer en stage, puisqu'on pratique ensemble, c'est pas du blabla, on expérimente à travers des jeux ensemble, c'est comment on peut, ça c'est une source d'inspiration pour moi, comment nous, vivant en France, aux États-Unis, dans des grandes villes ou pas, comment on peut s'inspirer de ça pour être en meilleure santé, en meilleure vitalité. Tu sais que la vitamine D, qui est tellement importante pour notre immunité, on en a entendu énormément parler dans cette période de Covid, elle est sécrétée avec l'exposition solaire. Notre peau, je dis toujours, c'est un grand panneau photovoltaïque. Donc cette exposition, elle est extrêmement importante. Elle réveille notre cerveau, elle réveille notre physiologie. Elle va permettre de recaler énormément de choses. Donc première chose le matin, c'est une des premières choses que je fais. Le matin quand je me lève, c'est d'aller dans mon jardin et pieds nus et de prendre un petit peu la lumière du soleil. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser ce genre de choses. On a tendance à passer ça outre en disant oui, bon, voilà. Extrêmement important. Ça, c'est un truc de bouddhiste. Ça, c'est un truc. Non, c'est une pratique. Tu sais, quand les choses ont passé l'épreuve du temps, c'est qu'il y a quelque chose. Quand il y a des pratiques qui sont multimillénaires, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, moi, comme tu vois là dans ces stages, eh bien, l'idée, c'est vraiment première chose le matin, de faire une vraie météo des conditions que vous allez vivre dans votre journée. La météo, c'est pas sur la télévision la veille au soir, quel temps il va faire demain, c'est quand je me lève le matin, le moins vêtu possible, quand c'est socialement acceptable où vous êtes, c'est vraiment vous exposer à l'humidité, la température et la lumière du jour, parce que votre système neuro-hormonal, il va s'adapter en conséquence. Là, on est dans l'expérimentation, on n'est pas juste dans la télé, est-ce que je prends mon parapluie ou pas ? C'est extrêmement important de préparer, c'est une prep de sa physiologie. Et pour ça, il faut ça m'est arrivé de le faire en Russie, au Canada, avec du moins 25, du moins 30. Tu sors 30 secondes et tu t'exposes à ce qui va se passer. Alors, il y a un autre sous-chapitre dans tes chapitres, ce que tu appelles, puisque tu parlais du froid. Tu parles évidemment de la thérapie par le froid, les grands principes. Alors, une fois qu'on est allé sortir, on est sorti, qu'on a regardé le soleil, qu'on a marché pieds nus, on va prendre une douche. La prise de la douche aussi, tu en parles. Il y a une manière très particulière de prendre la douche.
Alors, je recommande, encore une fois, ce sont des propositions. Absolument. Il y a aucun dogme, pardon, dans ce que je propose. C'est juste un partage de qui je suis Absolument. et de ce que je fais. De moi, ce qui m'a permis de réparer beaucoup de blessures physiques ou émotionnelles que j'ai eues en grandissant et que on continue d'avoir sur notre parcours de vie. Parce que tous les jours, toi comme moi, Marc, il y a des choses qu'on souhaite qui vont pas arriver, des choses qu'on souhaite pas qui vont arriver. Comment on gère? Donc ça vient avec le package quand on s'est incarné dans cette vie. Donc ces pratiques, c'est juste une proposition de qui je suis. Pour moi, David, ça a fonctionné. Je suis ça, je pratique ça. Ça m'a aidé à réparer et surtout, ça m'a aidé à grandir, à transcender beaucoup de choses, à avoir une compréhension qui est beaucoup plus alignée de qui je suis et aller vers où j'ai envie d'aller. On ne devrait pas dire à nos gamins qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, mais qui tu veux être. Donc ça, toutes ces pratiques, c'est vraiment une encre pour moi, c'est ma façon de vivre. Et c'est pour ça que c'est congruent et que ça marche quand je l'enseigne. Enseigner, ça veut dire montrer, parce que ça m'aide à grandir vers qui j'ai envie d'être. Et le froid, cette proposition du froid, encore une fois, comme Vipassana, il y a eu, tu as vu dans le bouquin, je partage ça avec cœur, il y a eu différentes choses dans ma vie où il y a eu un avant, un David avant et un David après. La première fois que j'ai rencontré Maurice Dobar, on a la chance en Europe, en France, il a 93 ans maintenant, exactement, qui est un maître Tummo, qui est une pratique tibétaine, le yoga du froid, comment réveiller son feu intérieur, qui a été très popularisé ces dernières années par Wim Hof, cet Hollandais qui se met dans la glace, mais Maurice le faisait bien avant que Wim Hof soit connu, et c'est une pratique ancestrale tibétaine, où effectivement, c'est une pratique qui semble hallucinante. Extrême. Hein. Tu te retrouves en maillot de bain. Là, il est à 1600 mètres de haut dans le Val d'Aoste, en Italie. Alors, Maurice a pris sa retraite il y a 2 ans. La première fois que je l'ai vu, il y a 8 ans. Alors, le froid, pour la petite histoire, je pense que c'était une de mes plus grandes peurs. J'étais quelqu'un d'extrêmement frileux. Mais j'ai compris aussi en faisant mon petit bonhomme de chemin que derrière nos peurs, derrière nos plus grandes peurs, il y avait nos plus grandes libertés. Et ça, du coup, ça m'a donné une grande motivation d'aller expérimenter ces pratiques dont j'avais entendu parler en Asie. Tu sais que j'ai vécu une dizaine d'années en Asie. J'étais basé en Asie du Sud-Est. Et de pratiquer, d'apprendre à pratiquer en conscience. C'est surtout pas une pratique de bourrin, c'est une pratique en conscience où on est complètement connecté à soi-même, connecté à notre nature et à la nature. Et il se trouve que c'est une des 4 portes d'entrée de l'hormèse dont je te parlais tout à l'heure. Comment renforcer son immunité et comment renforcer son corps et son esprit. L'exposition volontaire, Marc, je vois que ça... C'est l'exposition volontaire, pas imposée. C'est pas Michel Blanc dans Les Bronzés fonds du ski qui est coincé sur le télésiège. Voilà. C'est une exposition volontaire. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand c'est trop, tu vas te réchauffer. Cette exposition volontaire et progressive, parce que ça s'apprend, on ne fait pas n'importe quoi, eh bien, elle permet de stimuler toute une cascade neuro-hormonale vertueuse dans notre corps qui va nous renforcer. Le plus gros point, c'est que ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle la biogénèse de mitochondries. Ça va permettre de produire nos petites usines à gaz, tu sais, qu'on a dans les cellules, qui nous permettent de produire de l'énergie. Quand on vieillit, normalement, entre 20 et 75 ans, on perd 75% de son patrimoine de mitochondries. Tous les petits moteurs cellulaires. On appelle ça son chondriome. La seule et unique façon, Marc, de reproduire des mitochondries, c'est à travers l'hormèse, à travers ces 4 pratiques, dont l'exposition volontaire au très froid ou au très chaud. Alors, qu'est-ce qu'est le très froid? Le très froid, est-ce que c'est 16 degrés? Est-ce que c'est moins 4? Exactement. Ça dépend qui. C'est subjectif, mon Marc, avec ta capacité adaptative. Bien sûr. Donc, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que c'est de se poser la question avant de pratiquer le matin, quand je finis ma douche. Alors, c'est pas toute la douche. La proposition, c'est tu prends ta douche, tu te nettoies, et puis les 30 dernières secondes, de 30 secondes à 2 minutes, tu t'exposes à ce qui est froid pour toi. C'est ça. Maintenant, tout de suite. Ce qui est tolérable. Ce qui est tolérable, c'est d'aller à la limite de notre capacité adaptative pour la repousser, mais pas aller au-delà. Donc, ça peut être 30 secondes à 16 degrés. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, comme dit Brian Tracy, il dit « J'aime beaucoup « Eat the frog first ».
Ça veut dire mange une grenouille, première chose que tu fais le matin. Grosso modo, c'est fais quelque chose d'inconfortable le matin et ta journée sera beaucoup plus douce après. Alors l'enchaînement est tout trouvé puisque tu parles effectivement de manger, la nutrition. Tu parles de la nutrition des 5 sens. Ouais. Et en particulier, l'opposé de la nutrition, tu parles du jeûne. Ouais. Tu en parles beaucoup d'ailleurs, le jeûne. Tu dis c'est le repos neuro-hormonal de ce fameux jeûne intermittent. Le repos digestif. Le repos digestif. C'est très sur le jeûne, c'est assez controversé. On entend tout et son contraire sur le jeûne. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du jeûne? Est-ce que tu l'as expérimenté? Oui, je l'ai fait. Alors je l'ai fait et je me suis pas senti très bien. Hein, je ne te cache pas. Tu as jeûné combien de temps? 2 jours. D'accord. Bon. Bien. 2 jours avec seulement des espèces de smoothies. Ok. Tu sais, voilà. Donc, alors c'est pas un jeûne. Voilà, malheureusement, si on veut appeler un chat un chat, c'est total. C'est pas un jeûne. C'est pas un jeûne parce que tu as des micronutriments dans un smoothie qui rentrent, donc qui passent ce qu'on appelle la barrière intestinale. Ouais. Et du coup, l'idée du jeûne, c'est justement de réparer cette barrière intestinale. Parce que beaucoup de personnes souffrent de ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, c'est-à-dire une hyperperméabilité de la membrane intestinale. Ouais. L'idée du jeûne, encore une fois, au niveau anthropologie du soin, c'est le traitement qui permet de réparer ces jonctions serrées de l'intestin grêle. Alors, donc c'est bien ? Mais c'est extraordinaire, c'est une pratique qui soutient la vie, qui est juste extraordinaire. Juste, je reviens un tout petit peu en arrière parce que tu as commencé avec la nutrition effectivement des 5 sens. Ouais. Ça, c'est extrêmement important de comprendre que la nutrition va bien au-delà de ce que tu mets dans ta bouche. Ça va bien au-delà. Qu'est-ce que tu entends dans ta journée? Est-ce que c'est des choses qui sont vertueuses ou est-ce que c'est certains médias mainstream qui passent en boucle toutes les atrocités qui est de la Terre? Tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu es touché dans ton quotidien? Est-ce que tu as des gens qui te font des câlins ou pas? C'est extrêmement important. On est des êtres de lien. C'est pour ça que ces deux dernières années ont été terribles pour beaucoup d'entre nous. Le toucher permet de sécréter de l'ocytocine. Quelles sont les odeurs? Quel est ton environnement de vie? Comment sont nourris tes sens? Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure du sun gazing, c'est vraiment important. Tu vois, ça fait partie d'honorer ses sens, de prendre soin. Nous sommes des êtres sensoriels, c'est extrêmement important. Maintenant, pour la partie plus diététique, ce que j'ai envie de te partager, on est souvent intéressé quand on commence à prendre conscience de l'importance de sa vie, de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je consomme. On commence à s'intéresser à des produits biologiques, locaux, à des produits que la terre peut nous donner, qu'on peut ramasser, qu'on peut cueillir. On arrête d'acheter, on achète de moins en moins de choses emballées, de choses processées, transformées. On arrête de cuire au micro-ondes. On a ce niveau de conscience. Le quoi manger, super. C'est un très très bon début. L'étape d'après, il y a 2 autres choses qui sont extrêmement importantes, c'est le quand manger et le comment manger. Le comment manger est extrêmement important aussi. Alors parlons du quand manger, le jeûne en fait partie. On a parlé tout d'abord du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ce n'est pas une restriction calorique. Ça n'a rien à voir avec une diète. C'est simplement une réorganisation de ses prises alimentaires. Tu peux manger, si on raisonne en termes de kilocalories, tu peux continuer à manger tes 2850 kilocalories dans la journée. Au lieu de les prendre, ton petit-déj de 7 h le matin avec le dernier carré de chocolat le soir, peut-être devant Netflix, Marc, on ne sait pas, à 22 h. Mais maintenant, on sait que tu arrêtes Netflix à 22 h et que tu vas te coucher à 22 h. Exactement. Donc là, tu as une fenêtre alimentaire qui est énorme. Oui. L'idée, tu changes absolument rien. Par contre, ton petit-déj, l'idée, c'est de le décaler le plus tard possible, progressivement, et peut-être de consommer la même nourriture entre 11 h et 17 h. Eh bien là, tu vas avoir 8 heures de fenêtre alimentaire et tu vas avoir 16 heures de repos digestif. C'est ça. Pourquoi c'est important, ça, Marc? Parce que si je te modélise, pour nos amis qui nous écoutent de façon très simple, comment fonctionne l'énergie humaine, il y a 4 postes énergétiques. Le premier, c'est quoi? C'est la digestion. Il te consomme combien d'énergie, la digestion? Beaucoup. Ce poste. 40%. C'est ça. 40%. Quand on a des choses à digérer, les amis, ça consomme 40% de notre énergie vitale. S'il nous reste de l'énergie, le deuxième poste énergétique, c'est quoi après?
la réflexion. Quand on est extrêmement stressé, qu'on ressasse beaucoup, ça mouline énormément à l'intérieur, ça crame énormément d'énergie. Quand vous êtes en surcharge cognitive, en surcharge mentale. Tu sais que j'ai accompagné énormément de gens en burn-out. Quand on est cramé, on a cette surcharge cognitive qui vient. Et le livre et dans nos stages, il y a énormément d'outils pour justement apaiser ça. On a parlé de la méditation tout à l'heure, mais pas que, la respiration aussi. Là, on a commencé à en parler, ça permet d'apaiser ce moulin, cette réflexion qui s'engage en permanence. Troisième poste énergétique, seulement et seulement s'il reste de l'énergie, c'est pour la motricité de l'appareil locomoteur, pour bouger. Et enfin, ce qui nous intéresse, écoutez bien, le quatrième poste énergétique, c'est quoi? C'est la régénération du corps et de l'esprit. Ça, c'est fondamental parce que tu as entendu comme moi, peut-être de ta grand-mère, moi la mienne, elle me disait ça, mange mon chéri pour prendre des forces. Oui, toi, tu n'as pas faim. Ton intelligence corporelle, quand tu as 40 de fièvre, elle sait qu'il ne faut pas manger, il faut te mettre au repos. Je te donne un autre exemple. Regarde un lion au Kenya ou une girafe au Botswana, ça leur arrive aussi d'avoir des accidents ou des maladies. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas à l'hôpital girafe ou à la pharmacie lion. Ils jeûnent à ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'isolent du troupeau pendant un temps. Ils ne mangent pas, repos digestif. Ils ne pensent pas. Ils ne bougent pas, puisqu'ils sont en train de dormir. Et toute leur énergie est consacrée, focalisée sur le quatrième poste énergétique, la régénération de l'accident girafe ou de la maladie lion. Et s'ils survivent, c'est grâce et seulement grâce à ça. C'est passionnant. C'est passionnant. Ah, c'est vraiment passionnant. Et tout ça, évidemment, vous le retrouverez dans l'ouvrage, Revivre. David Tan, retrouver naturellement votre santé, vitalité et votre plein potentiel. On pourrait parler, évidemment... Alors, il y a le mouvement. Tu as parlé du mouvement. Tu as parlé également dans ton livre des pratiques des 5 Tibétains. C'est quoi? C'est une pratique de jouvence qui nous vient aussi du Tibet. C'est 5 rituels, 5 asanas pour les yogis qui nous regardent. Donc 5 enchaînements de mouvements qui permettent de stimuler nos glandes endocrines. Et ces glandes endocrines correspondent aussi à des vortex énergétiques que tu connais bien. Je sens que tu les connais bien, qui s'appellent aussi des chakras. Mais ça correspond d'un point de vue neuroanatomique à nos glandes endocrines. Donc c'est une pratique de jouvence qui nous vient du Tibet. Et comme tu disais, effectivement, il y a différentes pratiques que vous retrouverez, et notamment dans la partie mouvement, parce que nous sommes des êtres de mouvement. Et ce qui nous tue, ce qui nous fait vieillir dans nos sociétés occidentales, d'un point de vue biomécanique, il y a 2 choses. C'est sous tes fesses, sous les miennes, les chaises et les chaussures. Trop de chaises et trop de chaussures. Très content d'entendre ça. Mais c'est super important. Ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. 99,9% du temps, on a marché pieds nus. On a parlé Donc c'est extrêmement important dans la journée. Si socialement c'est acceptable, je vous encourage avec tout mon cœur à renouer avec cette marche pieds nus. C'est la base des mouvements naturels. Notre cerveau, il n'est pas designé pour faire des tableurs Excel, il est designé pour faire du mouvement. La parole, le fait qu'on échange, toi et moi, c'est simplement une succession de contractions musculaires pour qu'on puisse communiquer. C'est extrêmement important, le mouvement naturel. On ne parle pas de sport et d'exercice physique, ça, on parle de mouvement naturel. Est-ce que vous avez suffisamment de mouvement naturel dans vos vies? Et le mouvement naturel, alors ça pourrait être quotidiennement, ça pourrait être quoi? Regarde, là, pour un biohack très simple, et pour que nos auditeurs comprennent, c'est de passer le maximum de temps au sol dans votre journée, dans ce qui est socialement acceptable pour vous. Je mets toujours cette précaution oratoire. Pourquoi? Parce que tu sais bien que, ça c'est mon premier amour, tu sais que je suis ostéopathe et kinésithérapeute, donc spécialiste de biomécanique. On est un instrument de musique. Est-ce que tu joues de la guitare comme moi? Non. Mais tu sais ce qu'on fait avant de jouer de la guitare? On fait quoi? Le solfège. Aussi. On accorde. Bravo Marc. Magnifique. On accorde sa guitare pour qu'elle sonne juste. Nous, on est fait de cordes aussi, de cordes faciales, de cordes myotendineuses. On est une succession de cordes. Nos cordes, pour les accorder, c'est le sol. Pachamama, Gaïa, la terre. Plus on passe de temps au sol, plus on va pouvoir accorder ce qu'on appelle nos champs contractiles. Ce sont nos chaînes musculaires passées au fil de l'embryologie,
donc qui incorpore un organe d'essence. Pour moi, c'est un modèle qui est bien plus pertinent que les chaînes musculaires. Et plus on passe de temps au sol, comme un enfant, si toi et moi on avait 3 ans, on se rencontrait pour une interview ABC Talk, et si on avait 3 ans, on serait au sol en train de jouer ensemble. C'est vrai. Et on ne serait pas resté fixe sur nos chaises, comme on a été conditionné de le faire à l'école, au collège, au lycée, à la fac. On serait en train de jouer au sol. Et alors, le bon mouvement au quotidien, Alors, ce il serait n'y a quoi? pas de bon mouvement. Il y a simplement à être libre au sol. Et les 3 principes du mouvement régénérant que j'enseigne au sol, justement, c'est d'être le plus lent possible. Si tu connais le travail de Moshe Feldenkrais, d'être le plus lent possible, c'est-à-dire être en conscience, d'être connecté à une respiration abdominale, quand on a réappris à respirer. On verra peut-être tout à l'heure que 9 adultes sur 10, malheureusement, a oublié de bien respirer. C'est vrai. Une respiration abdominale. Et la 3e chose, c'est d'être gracieux, d'être dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire pas de mouvement saccadé. Là, on peut tout faire. On a beau avoir 2 prothèses de hanche, il n'y a aucun souci. Si on est lent, connecté à ses respirations abdominales, si on est gracieux, pas de mouvement saccadé, j'ai fait faire ça à des gens de 104 ans. Il n'y a aucun souci. Et de bouger au sol. Excuse-moi de te couper, mais l'idée, c'est vraiment de bouger au sol et c'est ce qui va nous permettre, cet harmonisateur qu'est le sol, de nous libérer de nos vieux blocages. C'est ce qu'on voit notamment sur certaines populations asiatiques, où on voit dans des parcs municipaux, on voit toutes ces personnes qui font ces espèces de mouvements extrêmement lents. De tai chi, qigong. C'est ça. Oui, alors ça c'est autre chose, parce que ça se pratique en général debout. Ce sont des pratiques de mouvement et des pratiques respiratoires et de conscience qui sont extrêmement connectés au sol. Extrêmement puissantes, connectées au sol. Là, je parle vraiment pour le mouvement, pour que nos éditeurs puissent expérimenter quelque chose de réharmonisant quand vous aviez des vieilles douleurs, de vieux blocages. C'est vraiment de vous mettre au sol et simplement de passer, par exemple, d'être sur les fesses, sur les genoux, assis tailleur, assis en seiza, sur les genoux, on appelle ça aussi Vajrasana en yoga, passer en petite sirène sur les côtés, simplement de jouer au sol. Sans avoir de forme, mais de bouger lentement pendant 2 minutes au sol et d'expérimenter différentes positions. Après, quand vous progresserez, et puis si ce travail vous inspire, dans le livre ou dans mes formations en ligne ou dans mes stages, j'explique et je montre ce qu'on appelle les postures archétypales. Il y a des stations de bus, si tu veux, quand on est au sol, qui sont intéressantes, bien plus qu'intéressantes, qui sont même essentielles à passer tous les jours. Assis tailleur, c'en est une. Assis sur les genoux, c'en est une. Le squat archétypal, tu parlais d'Asie, où j'ai vécu longtemps. Le fait d'être accroupi au sol, on appelle ça en squat, les 3/4 de l'humanité se reposent comme ça. Il n'y a que nous, en Occident, qui nous asseyons sur des sofas, sur des chaises qui sont hautes. Donc on n'est plus capable de se pencher en avant, jambes tendues. On y va très rarement, d'ailleurs, que quand on fait tomber les clés. Et on a très mal au dos. On dit, dans des services de rhumato, quand je faisais mes études, on disait qu'il y avait 1400 kg par centimètre carré de pression sur le dernier disque intervertébral, L5-S1. Ok, super. Donc je suis passé à l'école du dos dans mes études il y a bien longtemps. Et comme tu le sais, j'ai vécu en Asie. Quand je suis arrivé en Asie du Sud-Est, énormément de personnes travaillent dans les rizières. J'ai vu des gens de 95 ans qui venaient de passer 90 années penchés, courbés, jambes tendues, dans les rizières à repiquer du riz. J'ai vu des milliers de CT scans et d'IRM dans ma vie. Ça va très très bien au niveau de la colonne lombaire. Et c'est toujours nous en Occident la question qu'on se pose. Comment font ces gens pour supporter ça? C'est extraordinaire, Marc, que tu me poses cette question, parce que la réponse, c'est qu'ils ont la contre-posture. Ils sont capables de faire un squat archétypal et ils passent énormément de temps dans la journée aussi en squat, quand ils attendent, quand ils mangent, quand ils discutent entre eux, quand ils jouent à un jeu. Ils sont dans cette contre-posture en squat archétypal. Donc ils peuvent se permettre de se pencher en avant, jambes tendues, parce qu'ils ont gardé cette flexibilité de contre-posture d'être en squat. Moi, je t'écouterai des heures. Et tu sais, juste pour la petite histoire, parce que je sais que ça va t'intéresser, mais pour aller dans ma réalité, dans ce qui est important pour moi, ce que je transmets à travers Lifeforce, quand quelque chose est vrai, il doit être vrai dans différents champs de vie. On va parler d'aller à la selle. D'accord ? Parce que pourquoi ? Il n'y a pas de tabou. On va à la selle tous les jours, tous. Okay ? C'est essentiel, ça fait partie de la digestion de comment on élimine. Bien sûr. Ce squat archétypal que tu montres là, eh bien, c'est aussi la façon dont le bipède devrait aller à la selle tous les jours. Pourquoi ? Parce que si tu palpes ton anatomie, quand tu vas descendre juste au-dessus des organes sexuels, il y a ce qu'on appelle les branches pubiennes.
Et derrière les branches pubiennes, on a un petit muscle en fer à cheval qui s'appelle le muscle puborectal. Et manque de bol, ce muscle puborectal qui enserre le rectum se désengage qu'à partir de 130 degrés de flexion de hanche. C'est-à-dire nous, en Occident, on a tout faux sur des toilettes où on est à 90 degrés de flexion de hanche. Oui. On est obligé, du coup, de pousser beaucoup plus fort. Ça donne des fissures anales, ça donne des hémorroïdes. Tu sais que j'ai accompagné plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes dans ma vie. J'ai beaucoup travaillé. Ça donne un échantillon relativement considérable. Et dans mon anamnèse, j'ai toujours posé cette question. C'est quelque chose qui est tabou. Et ça, malheureusement, quand tu as ces soucis de santé, on ne t'enseigne pas cette posture. C'est comme ça qu'on devrait aller à la selle. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est utile dans bien des champs de vie. Tu vois ? Et pourtant, on n'en parle pas. Et pourtant, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses, évidemment, dans cet ouvrage. Vous imaginez qu'on pourrait y passer des heures, parce que moi, j'aime beaucoup t'écouter et je trouve ça passionnant. J'aurais qu'on parle de deux choses très importantes avant de terminer cette émission. L'état d'esprit. Mm-hmm. L'état d'esprit et notamment tout ce qui est pensée négative. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les conférences qu'on donne à droite à gauche. Il y a souvent des gens qui ont cette espèce de mal-être et qui ont cette redondance de cet état d'esprit négatif et de ces pensées négatives qui nous obsèdent et qui nous habitent véritablement. Tu prends l'exemple du docteur Daniel Amen. Et lui, il dit, pour évacuer ces pensées négatives, il y a une solution très simple, il faut l'identifier, il faut se demander pourquoi on les a et faire en sorte qu'elles disparaissent. Et ça devrait partir automatiquement. C'est ça sa méthode? C'est ça? J'ai résumé ou pas? Tu sais, c'est une grande boîte à outils. Ce livre, et dans la méthode, c'est une boîte à outils de vie. J'aime à dire ça. Donc ça, c'est un des outils. C'est un des outils, bien sûr. Si on veut, pour répondre à ta question, si on passe dans un autre niveau de conscience, on a parlé de méditation, de respiration. Ça, ce sont des outils qui sont bien plus subtils. Ça, c'est important de dire que ça existe. Il y a certaines recettes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre mon travail. Ce qui me passionne, c'est de comprendre les principes qui sous-tendent toutes ces techniques. Comme disait Emerson, des techniques, il y en a des millions. Évidemment. Des principes, il y en a très, très peu. Oui. Alors, mais c'est la mise en pratique qui est importante. Oui, c'est la manière dont on peut. Parce que quand on te dit, voilà, moi j'ai tout le temps des pensées négatives et ça revient en permanence. Et je suis conscient de ces pensées négatives et je suis conscient aussi qu'il faut les évincer ou en tout cas faire un travail nécessaire, un mindset qui permette justement de ne plus avoir ces pensées-là. Et je tombe sur ce docteur-là qui dit, voilà, écrivez-les, identifiez vos pensées négatives. Est-ce que c'est une méthode efficace? Oui, c'est une méthode efficace. Je vais juste te donner une image mentale pour que tu comprennes, avant d'arriver à cette méthode, le principe sous-jacent. Si notre esprit est un cheval, parfois il part au galop. Parce que dans la journée, il va peut-être y avoir certainement des choses qu'on ne souhaite pas qui vont arriver et des choses qu'on souhaite ne vont pas arriver. Comment on gère? Ce cheval part au galop. Nous, on est le cavalier. Si on ne veut pas se faire désarçonner du canasson, qu'est-ce qu'on doit faire? Reprendre les rênes. Les rênes, c'est notre respiration. Avec notre respiration, on peut apprendre à contrôler notre intériorité, notre esprit, qui a la force et la puissance d'un éléphant. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus important de comprendre comment gérer sa physiologie. Tu sais que ton cerveau va répondre à 3 choses. Ta physiologie, comment tu te tiens. Si tu te tiens comme ça, forcément, ton schéma corporel influe ton schéma de pensée. Ça, c'est la théorie polyvagale de Stephen Porges. 80% des informations viennent du corps à travers le nerf vague vers le cerveau et seulement 20% descendent. Donc notre physiologie, elle conditionne notre schéma de pensée. Si je me tiens comme ça, faire une gratitude, qui est un gros hack, la gratitude, parce qu'on ne peut pas être en colère, triste ou frustré en exprimant une gratitude. Mais si tu l'exprimes comme ça, ça ne fonctionne pas. Comment on apprend à se suspendre? Je dis toujours se suspendre par un petit cheveu. On ne devrait pas dire à nos gamins « redresse-toi », mais « suspends-toi ». Là, ce n'est pas la même. Je suis ouvert, je vibre différemment, j'ai un différent charisme. Je vois que tu le sens tout de suite. Ensuite, je sens surtout que je suis tellement à l'ouest de tout ce que tu me racontes. Et je me dis, mon Dieu, mon pauvre garçon. Mais c'est génial, parce que en prenant conscience de sa respiration, ça va nous permettre justement ce qu'on dit, les anglophones disent « we wire neural pathways », c'est-à-dire refaire de nouvelles autoroutes neuronales.
Et donc, nos schémas de pensée qu'on ressasse en permanence, on a échangé tout à l'heure 60 000 pensées par jour, Ouais, c'est 48 000 ça. négatives, ça veut dire 80%. Mais là où ça pique, Marc, c'est 90% de tes pensées sont les mêmes de jour en jour. Donc en fait, nos négativités, on les ressasse de jour en jour. L'important, c'est de comprendre que notre cerveau répond à notre physiologie. Tu changes ton corps, la façon dont tu te tiens déjà. Si tu ne sais pas te tenir extérieurement, te tenir dans ta posture émotionnelle, ça va être compliqué. D'abord, ça commence par un truc plus facile, ton corps. Deuxième chose, c'est ton monologue interne, ta narration, de reconnaître. Donc là, les travaux du docteur Daniel Amen, c'est je reconnais ce qui se joue en moi. Je m'identifie pas. Je dis toujours, tu n'es pas tes satanées pensées ou tes satanées émotions. Tu es peut-être autre chose. Ça, on reviendra pour une autre émission. Mais vos pensées négatives, vous n'êtes pas vos pensées négatives, vous n'êtes pas vos émotions négatives. Donc, je reconnais d'abord mon monologue. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et la troisième chose qui est essentielle, ton cerveau répond à ça, ton focus. Où est-ce que tu choisis de mettre ton attention? Sur quel type de pensée? Puisque tu en as 60 000 par jour, ça défile, est-ce que tu focalises sur ce qui ne va pas ou est-ce que tu réorientes vers ce qui va? Et cet entraînement de l'attention, on le développe notamment à travers la méditation, qui est, si je le résume autrement, un entraînement à l'attention. C'est quand même incroyable qu'on n'inculque pas ça dès tout petit. Ça, c'est un grand projet de vie pour moi. On n'a pas parlé de la dernière partie qui est la plus importante, la raison d'être et le projet de vie. Moi, ma raison d'être et mon projet de vie, c'est vraiment d'amener ça à nos enfants, aux petits d'hommes, parce que je pense très sincèrement avec tout mon cœur qu'avant de leur apprendre à l'algèbre ou à lire l'alphabet, on devrait peut-être s'interroger, est-ce qu'ils savent respirer? Est-ce qu'ils savent comment bien dormir? Est-ce qu'ils connaissent un minimum d'intelligence émotionnelle? On nous a gavés là, on connaît bien le système immunitaire. D'accord? Un enfant de 5 ans sait quand il tombe, je disais gavé par rapport aux 2 dernières années qui ont été challengeantes. Ouais. Mais D'ailleurs, tu dis pas difficile. Hein. Challengeant. Challengeant. Oui. Non, mais voilà, c'est le côté, tu n'as pas cette négativité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Certains vont dire, oh là là, c'était 2 années épouvantables, ça a été très compliqué, ça a été... Non, challengeant. C'est vrai. Bon. Alors, pour reprendre mon idée, un enfant, un petit enfant, souviens-toi tes enfants, quand à 4 ans, ils tombent par terre, le genou se coupe. Papa, je me suis coupé, est-ce que tu peux m'aider à nettoyer la plaie et me donner un petit pansement? Il sait, à 4 ans, il a compris que ça allait coaguler, ça allait cicatriser. Maintenant, ce même petit garçon, cette même petite fille, quand elle se fait dégager par son frère ou sa sœur, ou par le petit voisin en disant « je t'aime plus, je veux plus jamais jouer avec toi à la poupée ou au foot, plus jamais ». Le petit garçon de 4 ans ou la petite fille, elle pleure, elle a une coupure sur son cœur, est-ce qu'ils savent venir nous voir en disant « papa, maman, est-ce que tu peux m'aider à nettoyer la plaie et me mettre un pansement ?» Et ça, malheureusement, comme on n'a pas conscience de ça, ça fait tous les broken adults, tous les adultes qui ont été abîmés, dont j'ai fait partie, autour de nous. Évidemment. Et c'est extrêmement important pour moi, Marc, et je finis avec ça, on a un système immunitaire émotionnel. Le cadeau, il est là. C'est qu'on a un système immunitaire physiologique, mais on a un système immunitaire émotionnel. Et le baromètre de système immunitaire émotionnel, c'est notre estime de nous-mêmes, notre image de nous. Est-ce que tu as appris, est-ce qu'on a appris, petit, à nourrir l'estime de nous-mêmes? Voilà. Et ça, pour moi, ce que j'ai envie de léguer, ce que j'ai envie de transmettre dans cette vie, dans ce monde, c'est vraiment ça, c'est extrêmement important. Tous ces principes du vivant à nos enfants pour les renforcer au niveau de leur immunité physiologique et émotionnelle. Tu as des enfants? J'ai pas d'enfants, Marc. En tout cas, ils seront les bienvenus s'ils arrivent et ils auront un papa qui maîtrisera tout ça incontestablement. On termine sur construire ses rêves de vie et trouver sa raison d'être. Moi, j'ai découvert, par exemple, cette méthode, les pensées entraînent nos émotions, qui entraînent nos actes, nos actions et qui entraînent nos résultats. Je trouve que ça, c'est une belle explication du développement personnel et je trouve que voilà, ça résume en un mot ce que devrait être la vie, ce que devrait être notre vie. Alors, oui, je vois que tu aimes bien les trucs pratico-pratiques à la base. Moi, j'aime bien prendre de l'altitude et en fait... Parce que tu as atteint un certain niveau que je n'ai pas. Non, pas du tout, mais on peut faire les deux en même temps. Si tu veux, bien sûr, il y a des trucs et astuces dans ce livre, mais les choses les plus importantes, ce sont les principes.
Donc oui, il y a des techniques dont je parle dans le livre, mais elles ne sont là que pour illustrer des principes. Là, tu as mis en avant les 2 dernières slides. C'est un R d'ailleurs, pas un P. Exact. Mais c'est très bien. Exact. Et tu as mis en évidence des techniques. Moi, ce que je préfère débattre et amener en fait les principes qui sous-tendent ça. On parle de raison d'être. Parce que finalement, on parle d'être en santé, d'être en énergie, d'être heureux. C'est ça le plus important. Absolument. D'accord ? C'est ce qu'on cherche. Tout le monde est à cette recherche-là. Évidemment. Pourquoi tu veux être en santé ? Pourquoi tu veux être en énergie ? Pourquoi tu veux être en amour ? Pourquoi ? Ça, c'est super important. Cette question, donc notre raison d'être, au Japon, on appelle ça l'ikigai, dans la zone bleue d'Okinawa. À Nicoya, ils appellent ça el plano de vida, le plan de vie. C'est fondamental. Pourquoi tu veux être en santé ? Pourquoi tu veux être en énergie ? Pourquoi tu veux être en amour ? Qui tu veux être quand tu seras grand ? Je m'en contrefous que tu aies 66 ans ou 88. Mon dernier stage, il allait de 7 ans la semaine dernière à 90 ans. J'avais une dame de 89 ans et une dame de 90 ans. Et elles sont remplies de projets de vie. Magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on arrête avec ce mindset de « tu comprends, j'ai 60 ans, je ne peux plus jouer au tennis, je suis trop vieux. » Ouais, c'est ça. Ouais, ou c'est plus mon âge. Non. Voilà. Donc, qui on veut être. Et pour finir, quelque chose qui m'a fait énormément grandir en tant que professionnel de santé, qui peut piquer, ça m'a piqué quand j'ai pris conscience de ça, guérir de sa maladie ou de son accident, guérir de sa maladie n'est pas un projet de vie. C'est pas un projet de vie. Pourquoi tu veux guérir ? Pourquoi tu veux être en santé ? Cette question-là, elle est fondamentale. Tu connais le travail de Simon Sinek, le why, le pourquoi, il est extrêmement, extrêmement important. Donc tu as mis en place, pour finir, ces stages que tu appelles Life Force. Très belle prononciation. Vas-y, tente-toi avec la baseline. Non, ça va aller. Et alors, surtout que ma compagne est prof d'anglais. Donc en plus, quand elle regarde, à chaque fois, elle me dit « Dis donc, hein, tu pourrais faire un effort sur la prononciation. » Bon. Donc oui, non, effectivement, un mot sur, d'abord, qui peut venir te voir ? Tout le monde, visiblement. Regarde, ce que je te disais. C'est ce que tu disais il y a 2 secondes, oui. On avait 7 ans, 8 ans, 89, 90 et au milieu, le champion de France de karaté des plus de 85 kilos. Donc c'est ça qui est… tu sais, ça fait plus de 30 ans maintenant que je me balade dans le monde du développement personnel, de par le monde. J'ai rarement vu en fait des stages multigénérationnels. Tu vas rarement avec ta mère et avec ta fille dans un stage. Et dans nos stages, si. Il y a vraiment quelque chose, puisqu'on travaille sur les principes du vivant, exactement. Le curseur de l'intensité et de la durée sont les plus simples à adapter. Ça dure combien de temps ? Alors, on a des stages de 2 jours qui s'appellent le stage Renaissance, où on voit la méthode dans sa globalité, mais c'est un teaser, on n'est pas tous au même niveau de conscience. Et le stage Ascension qui dure 6 jours, où on plonge bien plus en profondeur dans la pratique. Dans ces 2 stages, c'est vraiment du pratico-pratique. On a bien sûr, il y a un minimum de théorie en jouant, parce que le jeu, c'est le seul biais qu'a sélectionné la nature pour qu'on puisse apprendre en jouant. Donc, minimum de théorie, parce que les adultes ont besoin de comprendre pourquoi faire les choses, pour basculer dans la pratique. On a un cœur pour accueillir et un corps pour intégrer, donc on sent les choses. On pratique tous ces principes de l'hormèse dont on a parlé, et puis ces principes du vivant. Bravo. Je t'invite vraiment à venir. Le prochain sera du 10 au 16 juillet. Écoute, je te convie. Tu fais ça où ? C'est dans le Tarn. Ça sera dans le Tarn, du 10 au 16 juillet. Tu es le bienvenu. On ira dans un bain froid à 0 degré ensemble. Pour mon anniversaire le 12. Magnifique. Tu vois, c'était écrit, Marc. C'était écrit, Marc. C'était écrit. En tout cas, ce livre est absolument passionnant. C'est plus qu'un couteau suisse, c'est plus qu'une Bible. C'est véritablement quelque chose qui va, je l'espère en tout cas, vous transcender, vous remettre en question sur beaucoup de choses, vous accompagner aussi si vous avez envie de retrouver ce naturel, d'abord votre santé, ensuite votre vitalité, le plein potentiel de ce que vous êtes normalement, de ce que l'on devrait être tous, incontestablement. Tu veux dire un mot de la fin, David ? Je vous souhaite de prendre soin de vous, vraiment, parce que être fort pour être utile, pour d'abord prendre soin de vous, pour prendre soin des gens que vous aimez. Et pour la petite histoire, tu sais bien que si on n'a pas
développer cette conscience de prendre soin de soi un petit peu tous les jours, il y a un moment, souvent la vie se charge de nous rattraper en nous forçant à prendre soin d'une maladie ou d'un accident. Et Donc on a tout intérêt à investir, à s'accorder de l'importance et à investir un petit peu de temps tous les jours pour s'honorer et prendre soin de soi. Et j'entends d'ici mon entourage qui me dira « T'as vu ce qu'il a dit hein? Tu as vu, hein? Maintenant tu vas mettre en pratique ce qu'il dit, hein, parce que c'est pas le tout de recevoir, d'écouter attentivement et de lire les ouvrages et de les travailler. Il est important de mettre en application. » Merci infiniment, David. Merci, Marc. Merci, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, partagez, commentez, et puis vous aurez tous les liens qui vous permettent d'être en contact avec Life Force, comme on dit, et avec David, avec toute l'équipe et avec les prochaines dates des stages, évidemment. Merci, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.